Salut tout le monde, alors aujourd'hui on va voir une action que j'ai vendue en septembre. Cette action c'est Berkshire Hathaway et on va voir ensemble pourquoi il y a deux principales raisons qui font que j'ai vendu cette action. Alors déjà il faut savoir que j'avais acheté cette action en juin 2022 aux alentours de 280 $ et en fait je l'ai vendue là en septembre 2024 à 470 $. Et il y a deux principales raisons qui font que j'ai vendu cette action. Alors déjà, Berkshire Hathaway, qu'est-ce que c'est? C'est un conglomérat, c'est le conglomérat de Warren Buffett, qui est connu pour être un des plus grands investisseurs de tous les temps. Et en fait, pourquoi est-ce que j'ai décidé de vendre cette action? Il y a deux principales raisons. La première, c'est qu'aujourd'hui, le conglomérat donc de Buffett, Berkshire Hathaway, devient vraiment très très gros. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle de 1000 milliards de dollars de capitalisation, donc 1 trillion de dollars en fait, ce qui est extrêmement gros. Et en fait, aujourd'hui, quand on voit comment se valorisent ces différentes, cette boîte en fait, cette boîte, elle se valorise avec les actifs qu'a Berkshire. Donc en gros, va y avoir tout ce qui est, il y a principalement 4 segments, notamment les assurances, tout ce qui est chemin de fer, etc. Et il y a également aussi les investissements en fait que Buffett fait dans cette société, et ça va être le portefeuille de Warren Buffett qui est très connu. Et en fait aujourd'hui, quand on remarque la pondération de ce portefeuille-là, que ce soit les actions que Warren Buffett a au sein de sa société ou encore le cash qu'il a au sein de ses sociétés, on voit qu'il y a plus de 40% de la capitalisation aujourd'hui qui est sous-performante. Alors sous-performante selon moi, parce que c'est sûr que bon, chacun a le droit de faire son avis, de se faire son avis là-dessus. Mais en gros, aujourd'hui, on voit. Donc si je prends un graphique si je prends un graphique, alors je vais bien le mettre. Voilà, si je prends un graphique des liquidités et des investissements à court terme, donc tout ce qui est vraiment le cash en fait de Berkshire, on arrive aujourd'hui à quasiment 277 milliards de dollars, ce qui est vraiment énorme en fait, hein, c'est vraiment énorme. Et ça représente, ne serait-ce que ce cash-là, qui travaille parce que c'est investi principalement dans des bons du trésor américain, etc. Eh bien, ça travaille à peu près à 5%, et encore les taux ils ont baissé, donc on doit être aux alentours de 4,5 ou même 5%, aux alentours de 5% en fait. Et donc ce sont 277 milliards qui travaillent à 5%. Et en fait, quand on fait le calcul, 277 milliards, ça représente, sur 1000 milliards, ça représente quand même 27%. Donc il y a 27%, déjà on a 27% de cette capitalisation qui travaille seulement à 5%. Et donc ça, déjà, ça devient compliqué. Et en plus, on a ensuite, donc comment est-ce que j'arrive aux fameux 40% qui sont selon moi sous-performants? En fait, on a aussi après le portefeuille d'actions. Aujourd'hui, on voit, donc il y a eu finalement Apple qui a été vendu à 50% par Buffett ces derniers trimestres. Et en fait, on voit aujourd'hui que 30% encore du portefeuille de Buffett est constitué d'Apple, et ça représente quand même 84 milliards de dollars. Et selon moi, Apple, aujourd'hui, ne surperformera pas le marché, sur les prochaines années, parce que il y a plusieurs raisons à ça, hein, notamment déjà la valorisation qui est extrêmement élevée, la croissance potentielle qui est extrêmement... Enfin, on arrive à un plafond, en fait, hein, on touche un plafond de verre avec Apple, c'est-à-dire qu'on est déjà quasiment à 400 milliards de chiffre d'affaires, plus de 100 milliards de free cash flow, ce qui commence vraiment à devenir compliqué pour aller chercher encore de la croissance. Donc aujourd'hui, quand on regarde Apple, donc c'est 84 milliards de dollars, et si je fais un calcul qui est assez simple, donc je prends 84 milliards, j'additionne avec les 277 milliards de cash qu'il y a, je tombe déjà sur 361 milliards. Ensuite, si on rajoute par exemple des entreprises comme Coca-Cola, qui là aussi sont dans très clairement un cycle dans la phase de maturité, hein, dans le fameux cycle de croissance, de lancement, croissance, maturité et déclin d'une entreprise, Coca-Cola est largement dans son cycle de maturité, dans cette phase de maturité. Et si on rajoute Coca-Cola, on est à peu près à 25 milliards, donc fois plus 25. Et pareil, si je prends par exemple une autre entreprise, après c'est à chacun encore une fois de faire ses propres estimations. Personnellement, je pense que Kraft Heinz aussi ne surperformera pas le marché sur le long terme. Et donc à ce moment-là, vous rajoutez donc 386 plus les 10 milliards qu'il y a dans Kraft. Et là, on est à peu près à 400 milliards, ce qui représente sur les 1000 milliards de dollars de capitalisation boursière de Buffett, 40% en fait. Et là, on pourrait se dire aussi qu'il y a d'autres entreprises, notamment, est-ce que vous pensez que Bank of America surperformera le marché? Est-ce que vous pensez qu'American Express surperformera, etc., etc. Alors, il faut aussi préciser que Berkshire a vraiment la chance d'avoir un effet de levier, enfin la chance, en tout cas c'est justement comme ça que l'entreprise est faite, et comme ça que Warren Buffett a pu surperformer le marché à long terme. C'est parce que d'un autre côté, il a sélectionné des entreprises qui étaient vraiment de qualité et qui étaient très très intéressantes, et d'un autre côté,
il a aussi un effet de levier avec sa compagnie d'assurance. Il faut savoir que Berkshire Hathaway, c'est une compagnie d'assurance, enfin c'est plusieurs compagnies d'assurance avant tout, et les compagnies d'assurance, elles profitent de ce qu'on appelle un flottant, ce qui fait que en gros, entre le règlement des sinistres et le cash qu'ils reçoivent de la part des clients, en fait, il y a une immensité, une montagne de cash, en fait, et ce cash-là, ce n'est pas le cash de Berkshire, c'est le cash des clients, en fait, mais Berkshire peut l'investir, et l'investit, peut l'investir dans des actions, peut l'utiliser pour faire lever de la dette, et donc tout ça fait que on a un effet de levier sur Berkshire. En fait, c'est comme si vous aviez un effet de levier sans avoir d'effet de levier, en fait, mais quand vous achetez l'entreprise Berkshire, vous profitez d'un effet de levier, et c'est grâce à cet effet de levier que que Warren Buffett a surperformé de plus de 10 points le marché annuellement. On est à 20%, à 19,8% de mémoire par an depuis 1965, alors que le marché, on est aux alentours de le S&P 500 aux alentours de 10% par an, ce qui fait qu'on a vraiment une surperformance qui est énorme, et justement dû à cet effet de levier. Mais justement, auparavant, pour faire de la surperformance, Berkshire pouvait à la fois miser, voilà, je l'ai mis juste ici, sur son effet de levier, comme je viens de le dire, mais aussi sur les entreprises qu'il sélectionnait. C'est-à-dire que il pouvait sélectionner, par exemple, Coca-Cola, je crois qu'il a eu aux alentours des 3 dollars ou 4 dollars, je me rappelle plus très bien, dans les années 80. Et en fait, là, il a eu une performance qui est immense, en fait. Mais aujourd'hui, étant donné que l'entreprise devient vraiment énorme, il a un peu cette contrainte d'avoir trop de budget, en fait, trop d'argent, ce qui fait que ça devient vraiment compliqué de surperformer. Et aujourd'hui, en fait, Berkshire doit uniquement miser sur son effet de levier, car le surplus d'argent qu'il doit gérer devient vraiment une contrainte, parce que plus on a d'argent, plus ça devient compliqué de le placer. Il faut savoir que pour surperformer, il faut obligatoirement être concentré. Il faut concentrer son portefeuille sur quelques lignes, sur quelques actions sur lesquelles on a des convictions. Et en fait, plus on a d'argent, plus ça devient compliqué de concentrer son portefeuille. Et aussi, il faut savoir que Berkshire Hathaway et Warren Buffett, ils sont vraiment dans une optique de préservation du capital avant tout. Ils veulent avant tout préserver le capital et assurer une croissance sans prendre vraiment beaucoup de risques. Et ça, il l'avait dit durant sa dernière assemblée générale, que l'objectif était de faire le plus de gains possible en prenant le moins de risques possible. Donc il y a vraiment cette notion de gestion du risque minime sur laquelle il va vraiment essayer de prendre le moins de risques possible. Et de toute façon, il l'avait dit lors d'une interview que ça devenait vraiment très compliqué de surperformer le marché quand on avait beaucoup d'argent. Et il avait dit qu'en fait, les taux de rendement les plus élevés que j'ai jamais atteints étaient dans les années 50. J'ai explosé le Dow, donc en parlant du Dow Jones, et vous devriez voir les chiffres, mais je n'investissais que des cacahuètes à l'époque. C'est un énorme avantage structurel de ne pas avoir beaucoup d'argent. Je pense que je pourrais faire 50% par an sur $1 million. Non. Je sais que je pourrais, je vous le garantis. Et en fait, quand on regarde, ça se vérifie, quand on regarde les rendements de Buffett, de Berkshire, de l'entreprise par rapport au S&P 500, on est vraiment sur des chiffres qui sont énormes, quoi. Quand on regarde par exemple en 1965, il a surperformé de 40 points. Alors il y a eu quelques sous-performances, bien évidemment, mais on voit qu'après ça revient, ça redémarre largement, plus 66% par rapport. Alors là, en gros, c'est ça que j'ai pas expliqué, mais en gros, c'est tiré du dernier rapport annuel de Berkshire Hathaway, et à gauche on a la performance de Berkshire de 1965 à 1989, et à droite on a la performance du S&P 500, donc c'est chaque année, hein. Et en fait en 65 on voit que il a surperformé de 40%, en 76 plus 105%, en 71 plus 65%, et c'est un alpha, hein, c'est une surperformance par rapport au S&P 500. Et donc là on a plus 66%, c'est des chiffres qui sont vraiment énormes, et c'est vraiment c'est là qu'on voit la contrainte d'avoir beaucoup d'argent par rapport à quand il n'avait pas énormément d'argent, quelques millions, quelques centaines de millions, voire quelques milliards. Aujourd'hui, on parle de centaines de milliards, ce qui est vraiment énorme, et ça devient vraiment très compliqué de placer ce capital, en fait. Donc voilà, donc si je résume, on a au moins 40% de la capitalisation qui est sous-performante. Et aujourd'hui, donc si Berkshire Hathaway veut surperformer le S&P 500 ces prochaines années, il doit compter sur les 60% des actifs restants, et il doit non seulement compter sur ces 60% pour surperformer, mais il doit aussi compter sur ces actifs pour largement surperformer afin de compenser en fait la sous-performance des autres actifs. Et donc tout ça fait que ça devient vraiment vraiment compliqué. Et selon moi aujourd'hui, en plus du fait que je trouvais que à 470 dollars
l'entreprise s'est changée à une valorisation assez élevée justement par rapport à ses actifs, hein, notamment Apple qui fait gonfler la valo, etc. Et Apple, aujourd'hui, on est à 35 fois le free cash flow, je sais plus exactement combien, alors que pourtant il n'y a plus beaucoup de croissance. Et tout ça, ça fait gonfler la valo de Berkshire Hathaway. Et selon moi, c'est pas possible de garder des actifs qui sont aussi surévalués. En tout cas, personnellement, j'ai pour objectif de surperformer le marché sur le long terme. Et c'est pas en ayant ce genre de boîte là que je vais arriver à mon objectif en fait. Donc voilà, donc là par exemple j'ai le price to book value, donc en gros c'est un ratio financier, un ratio de valorisation qui nous montre le rapport entre la capitalisation boursière et la valeur comptable. Et aujourd'hui on est vraiment sur des plus hauts par rapport à 2016, etc. Alors personnellement j'ai aucun doute sur le fait que Warren Buffett et même Berkshire Hathaway, la culture de Berkshire perdurera même après Warren Buffett, hein. Mais de notre côté je pense que ils ne surperforment pas le marché, hein. Personnellement, ça devient vraiment impossible quand on fait cette taille-là. Mais ça reste quand même un investissement qui est quand même très bon parce que voilà, il y a quand même une culture de l'allocation de capital qui est très stratégique et très bonne. Et donc voilà. En tout cas, j'ai vendu l'action et j'ai récupéré du coup mes profits et j'ai réinvesti finalement dans Salesforce à 200, aux alentours des 247 $. Donc, faut savoir que la vidéo sur Salesforce, elle est sortie, je crois, le fin septembre, mais je l'avais tournée en fait fin août, ce qui fait que entre temps, j'avais investi parce que j'avais dit à la fin de ma vidéo sur Salesforce, j'avais dit que je savais pas finalement si j'allais mettre mes billes dessus. Finalement, je suis rentré aux alentours des 247 $, début mi-septembre par là. Et en fait, j'ai utilisé mes profits de récupérer depuis Berkshire, et aussi j'ai investi dans une autre small cap en Asie qui était extrêmement sous-évaluée, dont je ne parlerai pas ici, mais voilà. Donc en tout cas, il faut savoir qu'il y a une deuxième raison justement du fait que j'ai vendu Berkshire, c'est simplement par coût d'opportunité. Donc le coût d'opportunité, c'est simplement le coût qu'une solution alternative va vous coûter si jamais vous préférez une solution par rapport à une autre. Et si en l'occurrence j'étais resté sur Berkshire plutôt que d'aller sur d'autres investissements qui étaient selon moi comme Salesforce par exemple plus intéressants en termes de rentabilité, eh bien j'aurais justement un coût d'opportunité qui a été énorme. Mais là, ce que j'ai fait, c'est justement que j'ai vendu mes actions pour pouvoir aller sur une autre action. Alors c'est pas quelque chose que je fais non plus très régulièrement non plus, parce que après ça s'apparente à du market timing. Et c'est sûr que de toute façon je pense qu'il faut apporter de la nuance, c'est-à-dire que le market timing au sens de rentrer sortir du marché sans cesse, ça sert à rien, on est d'accord. Mais dans tous les cas, avoir un minimum de timing, évidemment qu'en bourse il faut un minimum avoir du timing. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Salesforce, je sais pas, par exemple, je suis rentré à 247 $, mais imaginons que l'action monte à 350 ou 400 $. Je vais pas investir à 400 $ sur l'action. Donc il y a un minimum de bon sens à avoir. Et en fait, oui, il faut un minimum avoir du timing. C'est-à-dire que voilà, si l'action elle est à 247, c'est très bien. Là, je vais passer à l'achat. D'un autre côté, si elle est à 400 $, je vais pas l'acheter, quoi. Mais en gros, par rapport au coût d'opportunité, plus en fait, ça c'est important à savoir, c'est plus vous capitalisez longtemps sur un investissement, plus votre coût d'opportunité, donc le coût d'un investissement alternatif, diminue. C'est-à-dire qu'en fait, imaginons que là, donc j'ai acheté Berkshire Hathaway, je l'ai acheté aux alentours des 280 $. Donc, imaginons que elle continue de monter à 500, 600, 700, 800 $. Mon coût d'opportunité à avoir justement, c'est à vendre Berkshire pour aller vers une autre solution, aurait diminué. Pourquoi? Parce que il y a les impôts derrière, faut payer la fameuse flat tax de 30%. Et en fait, là, pour le coup, j'ai acheté donc en juin 2022 à 280, j'ai vendu en septembre à 470, et donc mon prix de vente après taxe, il revient en fait à 280 plus finalement 470 moins les 280, donc la plus-value en fait, multiplié par 0,7. Pourquoi 0,7? Parce qu'on fait 1 moins les 30% en fait. Donc on enlève les 30% de flat tax, et en fait ça revient à un prix de vente après taxe de 413 $. Il faut savoir que ça, plus vous avez une plus-value qui est grande, qui devient de plus en plus pondérante par rapport à votre prix d'acquisition, en fait plus vous allez avoir une flat tax qui va pondérer, on va dire, votre total de la plus-value. Et en fait, plus vous allez avoir un coût d'opportunité qui va diminuer, parce que forcément, vaut mieux rester sur cet investissement plutôt qu'aller vers une autre solution, parce que justement, après, si vous vendez cet investissement, vous allez devoir payer les impôts, et là, pour le coup, va falloir combler cet écart-là. C'est-à-dire que, justement, on doit s'assurer que l'investissement comble l'écart entre 413 et 470. C'est-à-dire que là, les 57 $ par action
qui sont en fait c'est de la flat tax, c'est simplement des taxes qui sont parties et donc ça c'est pas de la plus-value. Donc forcément si vous avez une plus-value qui n'est pas de 470 mais de 600, 700, 800, 900, là ce sera plus 57 $ par action et ça prendra vraiment des proportions qui sont beaucoup plus grandes et à ce moment-là votre coût d'opportunité d'aller vers justement un investissement alternatif il diminuera parce que justement l'écart à combler à cause des impôts deviendra de plus en plus grand quoi. D'ailleurs, quand je regarde la plus-value que j'ai déjà sur Salesforce, on a déjà une plus-value de 16%, et d'ailleurs, je crois que sur ma small cap aussi, on a à peu près aux alentours de 15% de plus-value, ce qui fait que finalement, l'écart, il va se combler plus rapidement que prévu. Et c'est là qu'en fait, on voit que, oui, le timing, ça fait pas tout. Dans tous les cas, c'est largement, ça fait pas tout. Bien sûr que la qualité de l'entreprise que vous achetez, c'est vraiment le plus important. Mais d'un autre côté, la qualité, c'est un prix, et vous devez pas le payer à n'importe quel prix, et c'est pour ça que en l'occurrence, acheter du Salesforce à 247 $, pourquoi pas. En acheter à 300 ou à 350 ou à 400 $, c'est une autre question, parce que justement, vous avez un autre coût d'opportunité par rapport à des investissements alternatifs qui sont peut-être d'autant plus qualitatifs, voire de la même qualité que Salesforce, mais d'un autre côté, qui se négocient à des valorisations qui sont plus faibles en fait. D'ailleurs, là, si je regarde le marché, on est sur un mois de septembre positif, ça faisait longtemps, je crois que ça fait depuis, j'avais marqué là, 2019, qu'on n'a pas connu un mois de septembre qui était positif. Il faut savoir que le mois de septembre, c'est souvent le mois qui est le plus mauvais en investissement, sur le S&P 500. Sur les marchés parce que je crois qu'il y a les institutionnels qui partent en vacances et en fait quand on regarde les mois de septembre par exemple en 2020 on était en négatif, on était en baisse de par exemple aux alentours de moins 5% par là, voilà, moins 5%. Pareil pour 2021 on était en baisse de moins 5%, pour 2022 là où on a eu la grosse chute de la tech, on était moins 10%, et pareil en 2023 on a baissé, donc en fait donc ça fait plaisir de retrouver un peu des performances qui sont dans le vert au mois de septembre. Donc voilà, c'est bon, j'ai retrouvé la photo, là on voit qu'en fait le mois de septembre c'est en moyenne un mois qui fait moins 0,73% depuis 1945 sur le S&P 500, et c'est vraiment le seul mois en fait qui fait une performance vraiment négative avec le mois de février. Dans tous les cas, c'est tout pour cette vidéo. Dites-moi si vous avez fait des arbitrages aussi sur vos portefeuilles. Et puis en attendant, nous on se dit à la prochaine.